Allez, eh bien, bienvenue à tous. C'est cool de voir autant de monde pour un sujet qui est quand même un petit peu niche, mais bon, ça intéresse du monde apparemment. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'introduction à Rust embarqué. Alors, langage Rust, en fait, ça va être il n'y a pas de besoin d'avoir une connaissance préalable de Rust. Je vais vous expliquer un certain nombre de choses importantes sur Rust au fil de l'eau. Et puis on va voir aussi comment ça fonctionne sur des petites cibles embarquées. Notamment, vous avez pu apercevoir rapidement ce petit machin là, et qui est au bout de mon gros doigt. On va mettre du Rust là-dessus. Voilà. Donc, je me présente, Sylvain Vallès, @Bluxt sur Twitter, tant que ça marche. J'ai aussi un compte Mastodon pour quand ça ne marchera plus. Dans la journée, je suis principal ingénieur chez Elastic. Ça fait 6 ans maintenant que j'y suis. J'ai bossé 4 ans dans l'équipe cloud. Donc là, on déploie des milliers de clusters. Et puis après, j'ai voulu changer. Et je suis revenu sur quelque chose de beaucoup plus pratique du dev. Et je suis responsable des clients, les drivers Java et Rust chez Elastic. Donc si vous utilisez Elasticsearch avec un client Java, bah, c'est moi. Voilà. Et à côté de ça, bah, je fais joujou avec des microcontrôleurs depuis 2010. Les tout premiers Arduino, je faisais partie du Hackerspace toulousain où on a fait des trucs assez farfelus et très rigolos. Et ça m'amuse. Et puis j'en ai un peu partout chez moi maintenant avec la domotique. Alors, Rust. Déjà, qui connaît Rust? Bon. Ok, ça c'est génial ça. C'est la première fois que j'ai une salle avec autant de gens qui connaissent Rust. Ça c'est super. Qui fait de l'embarqué? Oula. Alors je dis oula parce que moi je suis pas développeur embarqué. Donc j'aborde ce sujet-là par le côté du hobbyiste qui un petit peu avancé, qui s'est intéressé au sujet. Donc je vais probablement dire des bêtises par rapport aux gens qui feront du vrai embarqué, temps réel critique, etc. Encore que j'ai fait ça au début de ma carrière où j'ai bossé dans les spatiales, mais c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Alors déjà, pourquoi Rust? On va voir pourquoi Rust dans l'absolu, après on va voir dans l'embarqué. Donc Rust, c'est un langage, je pas apprendre grand-chose à ceux qui connaissent déjà, qui est fait pour permettre à tout le monde de fabriquer du logiciel qui soit à la fois fiable et performant. Donc c'est né chez Mozilla, les débuts des travaux remontent à 2010, la première version 1.0 stable est sortie en 2015, et depuis 7 ans, c'est tous les ans dans le sondage Stack Overflow le langage préféré. Ça se répète d'année en année. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on pouvait se dire que c'était un langage de niche, les gens qui étaient dedans, ils étaient vraiment contents. Maintenant, ça devient un peu plus mainstream, ça continue. Alors les intérêts de ce langage, c'est quoi? C'est la performance, ça se compile en code natif. C'est le seul langage, on va dire, un peu haut niveau, un tant soit peu mainstream, qui en performance se compare à du C ou du C++. Une des raisons pour ça, c'est ce qu'on appelle les zero cost abstractions, c'est-à-dire qu'il y a un système de typage en Rust qui est extrêmement évolué, qui permet de décrire beaucoup de choses, qui ensuite sont éliminées à la compilation. Donc l'intérêt, c'est qu'on va utiliser comme ça un typage fort qui apporte la robustesse du logiciel, mais qui n'a pas de coût à l'exécution. Donc fiabilité, donc comme je mentionnais le système de type, et puis la principale originalité de Rust, qui est le système ce qu'on appelle de ownership, qui permet à Rust, en gros, aux développeurs de s'affranchir quasiment de toutes les problématiques de gestion de mémoire et aussi de race conditions dans l'exécution de programmes concurrents. Qui est un système suffisamment particulier pour que, moi j'ai envie de dire, si vous abordez Rust, et bon, comme vu le nombre de gens qui en ont fait, c'est probablement votre expérience, c'est un langage qu'il faut apprendre. C'est pas un truc qu'on peut démarrer, tiens, je vais faire mon Hello World, machin, ça va marcher, parce que vous allez faire Hello World, mais en allant plus loin, vous allez vous casser les dents. Le compilateur, il va pas vous laisser passer, et je connais des gens qui sont vachement bons, ils ont abordé Rust comme ça, ils se sont cassés les dents, ils ont dit, j'arrête. Et puis après, ils ont pris un bouquin, ils ont lu la doc, machin, etc. Ils ont compris un peu le modèle mental de l'ownership. Et là, ils y sont revenus, ils disaient, ah, c'est cool. Voilà, donc il faut prendre le temps de l'apprendre. C'est un langage qui, ça peut sembler paradoxal, apporte beaucoup de productivité. Moi, j'aime bien dire qu'en fait, ça change la distribution du temps dans les projets. C'est-à-dire que vous allez passer plus de temps en développement, parce que le compilateur, au début, en gros, il va être votre ennemi. Vous allez lui crier dessus parce qu'il ne veut pas laisser passer votre code. Et puis, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que quand les messages d'erreur du compilateur décrivent très précisément le problème qu'il y a, et souvent aussi vous donnent la solution. Donc vous allez commencer au début, vous allez faire du copier-coller des suggestions, et puis ah ouais ça marche, et en fait vous allez apprendre au fil de l'eau, et à la fin le compilateur devient votre assistant en quelque sorte.
Moi j'aime bien dire si ça compile, ça marche. Donc je disais, j'ai commencé ma carrière dans le spatial, je faisais de l'ADA de l'embarqué. L'ADA c'était encore, j'allais dire, pire que Rust au niveau compilation. Moi je suis quelqu'un qui n'aime pas les langages à typage dynamique. Ça me fait peur en fait, parce que j'ai pas confiance en moi là-dessus. Et le fait qu'il y ait un compilateur qui me dit quand je fais des conneries, ça me rassure. Du point de vue tranquillité d'esprit, c'est ce qu'il me faut, quoi. Installation. Alors j'ai vu trop de gens qui galèrent à installer Rust en utilisant Brew sur Mac, les packages Debian, machin, etc. Il y a une adresse, c'est rustup.rs, c'est l'installeur Rust fourni par le projet Rust qui va gérer toutes les versions multiples. On peut faire des versions par projet, etc. Donc si vous installez Rust, vous passez par là. Regardez pas ailleurs, c'est pas la peine. Spécificité maintenant du logiciel embarqué. Donc, par rapport à du développement sur un serveur ou sur votre laptop, on est sur le métal, on est sur le processeur. Il n'y a pas le système d'exploitation, ou au moins pas au sens classique du terme Linux, Windows, macOS. Et surtout, on a accès directement au hardware, au périphérique. Donc les termes, les acronymes que vous allez trouver partout quand on quand on commence à jouer avec de l'embarqué, c'est GPIO, donc en gros un circuit intégré, il a des petites pattes, c'est des entrées-sorties qui souvent sont non configurées au départ, et c'est à vous de les configurer pour leur donner une fonction. Certaines de ces pattes peuvent devenir des ports séries, donc Universal Asynchronous Receiver Transmitter, c'est les ports séries. Et au-dessus de ça, on a des protocoles de communication qui viennent au-dessus de la liaison série et qui sont utilisés très massivement par tous les capteurs, les actionneurs qu'on peut trouver, qui sont les protocoles I2C et SPI. Donc c'est des protocoles en fait où on a le microcontrôleur devient le maître et il y a un ensemble de périphériques qui le contrôlent. Particularité de l'embarqué aussi, c'est qu'on fait de la compilation croisée. On va voir le petit machin que je vous ai montré, il a un demi-kilo-octet de RAM. C'est pas avec ça que vous allez faire tourner un compilateur Rust. Donc on compile sur sa machine vers une cible qui est différente. Et là, encore une fois, RustUp, que je mentionnais, apporte tout son intérêt parce qu'il va vous permettre comme ça d'installer différentes toolchains pour différentes cibles de compilation. Alors avec quoi on va jouer ? Donc là, c'est la présentation de tous les dangers parce qu'on va flasher des microcontrôleurs en live et puis on va même jouer avec du Wi-Fi sur un microcontrôleur. Alors, j'ai égorgé un poulet ce matin. Voilà, on va voir. Donc on va commencer par le petit ici là, donc le AT-Tiny 85. C'est un microcontrôleur qui est sorti, je crois, il y a une quinzaine d'années, donc c'est vieux, hein. Ce truc-là, c'est un processeur 8 bits avec une fréquence entre 1 et 8 MHz. On peut l'overclocker jusqu'à 16. Le jeu d'instruction, c'est du AVR. Alors, c'est pas du ARM, c'est pas du x86, c'est un jeu d'instruction spécifique. Et puis, en termes de capacité, il a 8 kilo-octets de mémoire flash et 512 octets de RAM. Donc, on n'est même pas en kilos, hein, c'est un demi-kilo-octet. Et il a 6 pins d'entrée-sortie, donc vous voyez qu'il a 8 pattes. Il y en a une pour le 5 volts, une pour la masse, et le reste, c'est les entrées-sorties. Le prix, si vous l'achetez, c'est 50 centimes. Si vous l'achetez en masse par millier, là, par contre, ça descend beaucoup. Enfin, en gros, ça vaut rien, quoi. Ces trucs-là, vous allez les trouver un peu partout. Alors, il y a aussi une autre famille qui s'appelle les PIC, mais qui sont du même genre, que vous allez trouver, par exemple, si vous avez des convecteurs électriques avec un fil pilote, il y a des trucs de ce genre-là dans votre radiateur. Il y a du soft dans votre radiateur. Vous ne savez peut-être pas, mais voilà. On le trouve dans les machines à laver, dans les voitures, un peu partout, quoi. À côté de ça, on va après jouer avec quelque chose qui est beaucoup plus gros, la famille des ESP32. Alors là, on passe de 8 bits à 32 bits. Waouh, c'est riche. 160 MHz, sachant que dans cette famille-là, ça monte jusqu'à 240 MHz. Architecture RISC-V. Donc RISC-V, c'est une nouvelle architecture de processeur qui maintenant de plus en plus rentre en concurrence des plateformes ARM sur microcontrôleurs. L'intérêt de cette architecture, c'est qu'elle est open source. Donc les fabricants qui veulent fabriquer des microcontrôleurs avec cette architecture n'ont pas à payer de royalties à ARM. Donc on voit beaucoup une émergence de cette architecture. D'abord sur les microcontrôleurs, on commence à avoir des cartes type Raspberry Pi qui apparaissent. Et maintenant, il y a même des protos de processeurs serveurs en RISC-V. Donc là, 16 mégas de flash, 400 kg de RAM. Donc vous regardez, on est quasiment 1000 fois plus gros, quoi. C'est quand même un gap colossal. Et on a ça sur le bureau.
22 entrées-sorties, et il a, chose super intéressante, du Wi-Fi et du Bluetooth. Le prix, 2 euros. Alors les 2 euros, c'est le petit boîtier métallique qu'on voit là, c'est le module. Tout ce qui est autour, c'est la carte de développement qui apporte la liaison série par USB et qui en gros sort toutes les broches du microcontrôleur sur des choses faciles à utiliser. Et donc cette carte de développement, elle doit valoir, je sais pas, 5-6 euros, un truc comme ça. Vous la commandez sur AliExpress. Et vous attendez que ça arrive. Et ça vaut pas cher. Autrement, vous le payez plus cher sur une boutique sur Amazon, mais ça arrivera plus vite. Alors, on va attaquer les démos. Hein, on est chaud. Voilà. Donc classiquement, quand on aborde un nouveau problème, on fait un Hello World. Donc là, mon petit truc, là, il n'y a pas d'afficheur, il n'y a rien. Donc le Hello World de l'embarqué, c'est le blink. On va faire clignoter une loupiote. Alors je vous ai mis en lien en bas des liens pour l'environnement qu'on va utiliser, qu'il y a un environnement AVR Rust donc, qui est dédié à ce type de microcontrôleur et toute la série des Arduino historiques aussi qui sont des processeurs AVR. Je vais vous montrer d'abord le code avant qu'on fasse joujou. Alors si vous avez fait de l'Arduino en C, vous allez dire ouais, ça ressemble vachement. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va quand même expliquer un petit peu les spécificités rustiennes là-dessus. On commence par no std, no main. Qu'est-ce que ça veut dire ça? No std, on dit au compilateur, on est dans un environnement bare metal. Il n'y a pas d'allocateur, il n'y a pas toute la couche libc qui apporte les sockets, les file systems, les threads, machin, etc. Il n'y a rien. En gros, les seules choses qu'il y a, c'est des choses qui ne sont pas liées à une ressource système. Typiquement, tout ce qui est une notion d'itérateur, les results, les options, les choses comme ça, sont disponibles. Parce que derrière, ça ne nécessite pas d'allocation ni d'accès au système. Par contre, vous oubliez même Vector, le VEC n'existe pas parce que ça nécessite une allocation. Même la string n'existe pas. Par contre, vous avez le str qui est le tableau de caractères parce que lui ne nécessite pas d'allocation. Donc on est dans un environnement qui est ultra minimaliste. Ensuite, on dit Arduino Al entry, ça dit quoi? Ça dit c'est une information au linker en fait pour lui dire voilà, ça c'est mon main. Et vous voyez la particularité de ce main, c'est que son résultat c'est point d'exclamation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en fait rien. Ça dit au compilateur cette fonction on n'en sort jamais. Parce que contrairement à un programme classique, vous allez renvoyer un status code quand le process est fini. Là, le début du main, c'est quand j'allume mon microcontrôleur, et puis il tourne tout le temps. Voilà, donc le main, il ne s'arrête jamais. Ce qu'on va faire ensuite, on prend, donc on va rentrer dans les détails de ce que ça veut dire. On va aller chercher un objet qui s'appelle peripherals, qui représente tous les périphériques de mon microcontrôleur. Donc point take, c'est quoi? En gros, c'est un singleton, et je vais aller prendre ce singleton. Donc le take garantit qu'il y a un seul endroit dans le code qui ira prendre les périphériques. Donc là, on tombe sur le ownership de Rust. Ensuite, je vais dire sur ces périphériques, tu me donnes les pins. Je prends la pin qui s'appelle D0. Alors c'en est une qui est sur les 6 disponibles. Et j'ai dit, tu me la configures en sortie. Par défaut, je crois que initialement au démarrage, elle est en entrée. Et puis après, on a une boucle, on va dire set high, on met 5 volts, on attend 500 millisecondes, set low, on éteint la loupiote, et puis on redémarre. Alors, maintenant, on va lancer le truc. Donc, est-ce que c'est assez gros le code là pour ceux qui sont au fond? Non, c'est limite. Alors, on va monter préférences. On va faire ça vite fait. C'est où? C'est dans Editor, Fonte, et on va passer à tac, tac, tac. 18. On va voir que ça devrait être bon ça. C'est bon là? C'est mieux? Ouais, ok, nickel. Donc on retrouve le même code, et sauf que là, vous voyez, je me suis copié-collé le truc. Book, blink. Donc je vais ouvrir mon terminal. On va mettre la caméra en borderless stock. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que là, c'est intégré, dans la mesure où on a configuré la toolchain AVR, le cargo run va lancer le programme qui fait le flash du binaire qu'on a produit directement sur le microcontrôleur via les en série. Ça compile,
Voilà, toc. Ouais. Alors j'ai déjà fait cette présentation, c'était avec, il y avait David Pelletto qui était avec sa compagne qui était là, qui est institutrice. Les gens applaudissent comme ça, et elle fait « Mais c'est bien ce qu'il a fait !» C'est juste une loupière qui clignote, quoi. Voilà. Et oui, voilà. Vous imaginez pas la techno qui est derrière ce truc, quoi. Hein, ça c'est. Voilà. Donc, alors, tac. Ben non, on peut pas l'arrêter, on sort pas du main. Le seul moyen de l'arrêter, c'est de le débrancher. Alors, on va revenir un peu sur ce qu'on a vu. Là, ici, vous voyez, on utilise beaucoup l'inférence de type de Rust. Il n'y a aucun endroit où on a marqué un type. En gros, ça se débrouille tout seul. Le compilateur, il est content. Moi aussi, ça part. Mais qu'est-ce qui se passe derrière, en fait? Si on étend le code en mettant tous les types, on va voir apparaître des choses intéressantes. Donc, déjà, donc, il y a le take dont je vous parlais qui renvoie donc un result, c'est-à-dire que c'est un singleton. Si quelqu'un a déjà pris ça, bah, je ne peux plus l'utiliser. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait une macro là, pour aller chercher les pins. Bon, ça s'expanse parce qu'en gros, ça va chercher un port du microcontrôleur et ça le wrap dans quelque chose qui me donne accès individuellement aux différentes pins. Et après, ça devient intéressant. Voilà, D0, c'est un pin de input floating. Il y a un paramètre sur ce type pin, un paramètre générique. Bah, ce qu'on voit, c'est qu'ensuite, quand je fais into output, ça reste un pin, mais son paramètre générique change. Il devient un output. D'accord? Et du fait que c'est un output, je vais pouvoir faire set high, set low. Alors, je vais vous montrer ça. Il est où là? Voilà, si par exemple, ici, je fais juste ça, bah, immédiatement, le compilateur, il m'a dit, bah, non, set high, je ne connais pas. Et là où c'est intéressant, alors on va grossir le truc. C'est pour ça que j'adore Rust aussi, parce qu'il queen, mais il vous dit pourquoi. Donc il dit, bah, set high, j'ai pas trouvé, ça n'existe pas sur ton type. Par contre, il y a des versions de pin avec d'autres paramètres génériques sur lesquels j'ai trouvé. Donc là, il vous dit, bah, en fait, il vous le dit, hein, ton pin il est en input floating, et si tu veux faire un set high, bah, il faut que ce soit un output. Débrouille-toi pour trouver comment le faire. Hein, ça, il ne va pas l'inventer pour vous. Mais déjà, on voit que bah, par construction, le compilateur va nous interdire d'aller activer le mode sortie sur une pin qui est configurée en entrée. Donc ça, c'est le type state programming, ça s'appelle, on va y revenir. Autre chose aussi, imaginons par exemple ici, je fais let x égale pins.d0. Hop. Donc en gros, j'avais déjà utilisé mon pin D0 pour faire ma variable LED, et je cherche à aller le récupérer à nouveau. Qu'est-ce qu'il va me dire là ici? Bah, il va me dire, hop là. Il m'a dit, bah voilà, c'est used after move. Donc le simple fait de déclarer une variable qui est pins.d0, par le biais de l'ownership, va sortir entre guillemets cet objet-là de l'objet peripherals, et il n'est plus disponible pour être utilisé ailleurs. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le compilateur Rust, en gros, m'interdit à la compilation d'avoir deux parties du programme qui vont accéder de manière concurrente au même périphérique. Donc ça, quand vous codez des trucs qui ensuite sont déployés à des milliers d'exemplaires dans des voitures, etc., si le compilateur peut vous le dire avant que ce soit déployé, c'est quand même pas mal. Bon, normalement, vous testez aussi. Hein. Mais bon, tester, c'est douter, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc ici, on a un singleton qui représente l'ensemble des périphériques. Il y a un seul endroit dans le programme qui va pouvoir l'utiliser. Donc, en général, c'est le main parce que c'est lui qui va tout initialiser et dispatcher ensuite les différents périphériques aux différents composants de l'application. Le ownership, on l'a vu, m'interdit d'avoir des accès concurrents divers sur mes différents périphériques. Et puis ce qu'on a vu aussi, c'est que le type state programming, en gros, on démarre, quand le microcontrôleur démarre, ces pins sont dans l'état input flottant, il n'y a pas de référence de tension, et into output change l'état du type, et de ce fait expose les fonctions qui vont me permettre de faire set high et set low. Donc là, ça c'est des choses assez uniques à Rust et qui sont extrêmement intéressantes pour l'embarquer.
Et puis, bien sûr aussi, mutabilité contrôlée. Donc là, vous avez vu mute LED, c'est-à-dire que si je dis que LED n'est pas mutable, je ne peux pas faire set high et set low parce que le compilateur va me l'interdire. C'est une variable qui n'est pas mutable. Alors, donc, techniquement, comment ça se présente? L'écosystème Rust embarqué, en gros, est structuré en couches. Donc, on va partir du fond, le microcontrôleur lui-même. Alors, quand je vous dis périphérique, entrée, sortie, machin, etc., ça a l'air un peu magique. En gros, tous ces trucs-là sont des registres, c'est-à-dire des adresses mémoire qui sont connectées au hardware. Donc, du point de vue du code Rust qui tourne, c'est juste aller écrire une valeur à une adresse particulière, ou dans le cas de l'allumage d'une LED, on va switcher un bit sur une adresse mémoire particulière. Donc le microcontrôleur, en gros, expose ça. Il y a des générateurs de code, parce que les fabricants publient ces descriptions-là. Il y a des générateurs de code qui nous génèrent ce qu'on appelle un peripheral access crate. En gros, c'est du code Rust qui va contenir juste l'identification des registres et des fonctions de base, etc. Au-dessus de ça, on construit donc crate en Rust, c'est les librairies en fait, hein, c'est les packages. On construit une couche hardware abstraction layer qui va arriver à des choses d'un peu plus haut niveau, c'est-à-dire que c'est là qu'on va voir les notions de pin sur lesquelles on peut faire set high, set low, et on n'est plus directement sur l'accès au registre. Et encore au-dessus de ça, on a ce qu'on appelle le board crate, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était uniquement sur des problématiques d'architecture cible. Là maintenant, le board crate va nous donner des opérations d'encore plus haut niveau en fonction des périphériques qui sont installés sur le microcontrôleur, type la mémoire flash ou des choses comme ça. Oui, intéressant. Donc c'est petit. Je vous ai dit, on n'a pas beaucoup de place, etc. Mais mon Blink là, il fait 174 octets. Depuis quand vous avez fait un programme qui fait 174 octets, hein? C'est pas des kilos, hein, c'est pas des mégas, c'est des octets. Et chose intéressante aussi, vous voyez le BSS qui est la taille de la section statique, donc les variables statiques dans le code, c'est 1 octet. Alors qu'est-ce que c'est ce 1 octet? C'est le peripherals.take. Derrière, il y a un flag qui sert à savoir est-ce qu'on a comment dire, consommé le singleton ou pas. C'est cet octet-là en fait qui fait le BSS. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Que le runtime Rust, quand vous développez sur cette cible AT-Tiny, il prend 1 octet. Voilà, la taille du runtime. C'est tout. Alors, pour la petite histoire, j'ai refait la même démo sur l'Arduino, l'IDE Arduino classique. Alors, avec les options par défaut, je n'ai pas cherché à optimiser, etc. Et j'obtenais 750 octets. Pourquoi? Parce que Arduino, dans la mesure où c'est une librairie C, il y a des appels de fonctions pour configurer les pins, etc. Il y a un peu plus de runtime, qui n'est pas géré au niveau du système de type et qui donc du coup génère du code. Donc faites du Rust, c'est cool. Donc concrètement, comment marche toute cette chaîne-là de compilation? Donc on a et pourquoi aussi est-ce que Rust est disponible sur autant de plateformes? C'est parce que donc on a notre code source qui passe au compilateur, qui va générer donc du code objet LLVM, donc une représentation intermédiaire. LLVM, ça vient du compilateur CLang, mais maintenant il y a beaucoup de langages qui se basent dessus. C'est un assembleur virtuel en quelque sorte, qui va être par la machine LLVM compilé vers des fichiers objets pour votre architecture cible, et ensuite linké avec les librairies de base quand il y en a, chez nous il n'y en a pas, pour produire un exécutable. Alors, cette architecture explique aussi pourquoi Rust supporte autant de plateformes. C'est qu'en gros, ce n'est pas tant Rust lui-même qui les supporte que l'LVM. Quand on veut supporter une nouvelle plateforme dans Rust, le travail est relativement léger, on va dire, et consiste essentiellement à des parties qui sont spécifiques au processeur dans la librairie standard. Mais le travail est quand même très léger par rapport à ce que feraient d'autres langages qui génèrent eux-mêmes leur code machine. Donc je vous ai parlé du NoSTD, je vous ai parlé aussi des différentes couches de l'écosystème Rust embarqué. On a pareil aussi dans la librairie standard de Rust, qui est architecturée en 3 couches. Donc au plus bas niveau, on a Core, donc qui est, comme je vous disais, tous les trucs de base, les itérateurs, les optionals, les results, des trucs comme ça. Toutes les primitives d'accès concurrent, donc les atomiques, les mutex, en gros toutes ces choses-là qui ne nécessitent pas d'allocation. Ensuite, on va rajouter alloc. Quand on a un peu de mémoire, on peut se permettre d'avoir un allocateur. Et enfin, quand on est sur une vraie machine, avec un vrai système, on rajoute la couche STD qui nous donne accès en gros à POSIX, quoi, hein, c'est toutes les file systems, les réseaux, les threads, etc.
Et donc mettre nos STD nous limite à core. Donc vraiment la base de la base, et ensuite le compilateur élimine tout ce qui n'est pas nécessaire. Allez, on est chaud, on va faire un peu mieux, parce que là, bon, ça clignote tout seul, c'est quand même pas très intéressant, il faudra un machin qui communique un peu avec l'extérieur. Donc classiquement, quand on a fait Hello World, après on fait Hello Toto. Là, on va faire un blink, mais dans la fréquence change. Alors, souvent, on le fait avec un capteur de température. Là, je n'avais pas envie de souffler dessus, donc j'ai mis une photorésistance. Donc, on va jouer avec la lumière. Je vais vous montrer le code. Tac. Toi, tu t'en vas. Donc, le code, alors je vais le montrer un petit peu le temps qu'on... Voilà. Donc, on va rajouter quelque chose qui est maintenant l'utilisation d'un ADC, Analog to Digital Converter. Donc, si je vous montre la petit device. Alors, on va l'arrêter de clignoter parce que la caméra... Voilà. Donc, si on regarde, vous avez donc le microcontrôleur qui est ici, et puis ici, on a un petit truc ici qui est une photorésistance. Donc cette photorésistance, c'est une résistance qui varie avec la lumière, donc elle est branchée sur une des pins, et puis on a notre LED à côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire la valeur de cette photorésistance et changer la fréquence de clignotement en fonction de ça. Donc comment ça se passe? Donc là, il y a un petit peu de code à dérouler. Alors, quand on fait du Rust embarqué, des fois, il y a des types un petit peu épais, entre guillemets. C'est le prix à payer d'une certaine manière pour tout ce que ça apporte. Donc, des fois, vous allez dire, mais qu'est-ce qui va pas, hein, qu'est-ce qui va pas? On va fouiller dans les exemples. Ah oui, ou même le compilateur vous dit ce qu'il attend aussi. Donc, on va construire un ADC, Analog to Digital Converter, qui a un paramètre clock 8 MHz. Ça sert à quoi ça? Pourquoi est-ce qu'on lui dit ça? Parce que techniquement, un convertisseur analogique numérique, en gros, c'est un système qui va, par itération, comparer la valeur à mesurer à une valeur, une tension qu'on va faire grossir de plus en plus jusqu'à dépasser la valeur mesurée. En fait. Donc il y a une partie itération et en gros, il faut lui dire à quelle fréquence il fonctionne, de façon à ce qu'il calibre correctement ses boucles de mesure. Donc, derrière, qu'est-ce que ça veut dire, ce 8 MHz? En gros, le type, qui est un type générique, permet aussi, enfin, il porte aussi une constante qui va servir à faire un diviseur dans les boucles de mesure. Donc je prends mon convertisseur analogique et ensuite je dis je prends mon pin D4 que je transforme non pas en output comme tout à l'heure, mais en analog input en lui disant tu utilises ce convertisseur analogique numérique. Et à partir de là, on peut aller jouer et on peut faire en particulier analog grid qui nous renvoie alors c'est sur 10 bits, donc c'est entre 0 et 1024. Alors après, de manière empirique, voilà, j'ai trouvé une règle qui marche à peu près bien. Et puis, on va avoir un délai variable. Tac. Alors, on va relancer. Ah oui, parce que j'ai... Voilà, donc blink with... Sort, tac. Non, pas build. Run. Et si je le branche, ça marche mieux. Donc là, hop. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que la fréquence a un petit peu changé. Je vais mettre mon gros doigt là-dessus. Donc là, il ralentit encore. Mais bon, on va le réveiller un petit peu. Ouais, il n'est pas trop... Ah si, un petit peu. Là. Si, ouais. Alors, c'est pas encore un objet connecté, mais il est connecté avec la lumière, quoi. Ah. Ça fait plaisir, on prend un truc qui clignote, quoi. Voilà, donc ça je vous l'ai expliqué, donc c'est bon. Voilà, maintenant on va passer au gros. Celui qui est 1000 fois plus puissant. Alors, donc,
comme je vous disais, donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est gros, hein. On a 240 MHz, 16 mégas de flash, 512 kilooctets de RAM. En gros, c'est quasiment les ordis de bureau qu'on avait il y a 20 ans, mais on bossait là-dessus, hein. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, je faisais tourner une base Oracle sur un truc comme ça, quoi, hein. Ça, c'est peut-être pas quand même, mais il me fallait 2 gigas de RAM, je crois. Et chose intéressante, c'est que à partir du moment où vous avez chez vous un objet connecté, un Wi-Fi, une ampoule ou un truc comme ça, il y a en gros 80% de chances que ce soit un chip expressif ESP 8266 ou ESP 32 qui tourne dedans. Donc si vous avez ça et que vous avez envie de bricoler un petit peu, vous tapez la référence de votre équipement hack sur un moteur de recherche et vous allez forcément trouver quelqu'un qui l'a dépioté, qui vous a montré ce qu'il y a dedans et comment vous pouvez brancher pour le reprogrammer, quoi. Donc là, tous les trucs qui ont des services cloud qui marchent ou marchent pas, etc., en gros, vous pouvez reflasher le truc pour le faire marcher avec une domotique locale type Home Assistant. C'est assez rigolo, quoi. Voilà. Donc moi chez moi, voilà, j'ai des trucs comme ça. C'est rigolo ça. Donc ça c'est mon arrosage du potager parce que le potager c'est chiant, hein, aller arroser tout le temps. Donc j'ai automatisé ça. J'ai 5 bandes dans le potager qui sont pilotées. L'arrosage est piloté avec des vannes. On voit là, donc il y a des relais. Il y a un petit microcontrôleur là. Il fait la tortue. Il est sur le dos là, en noir en haut. Et puis depuis ma domotique, j'ai planifié mes séquences d'arrosage. Et puis voilà, ça marche tout seul, quoi. Donc là, si vous regardez, il y a 0 soudure, hein. C'est juste de l'assemblage. Les fils ils sont connectés avec des connecteurs Wago qu'on trouve à Leroy Merlin, etc. Donc c'est facile. Il n'y a pas besoin d'un fer à souder pour commencer à jouer, hein. Ça, Après, j'ai fait un truc comme ça. C'est un écran e-paper. Donc, quand on a un potager, il faut faire gaffe à la météo. Donc, j'ai la station météo sur le toit qui est connectée à Home Assistant et qui ensuite envoie les infos sur un ESP32 qui est scotché derrière ce truc-là et qui nous affiche l'info. Comme ça, on suit la météo. Alors, il est moche. Il faut que je lui imprime un cadre, mais j'ai toujours autre chose à faire, quoi. Et j'ai ça accroché dans mon bureau. Tous les microcontrôleurs arrivent avec un schéma de ce type qui vous dit en gros le schéma de câblage des différentes pins qu'on a. La chose importante ici, c'est que vous voyez, il y a des couleurs avec des numéros. Les couleurs identifient les fonctions. Donc toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur toutes les pins, typiquement les liaisons série, les bus SPI, etc. Donc quand vous développez une application, il faut regarder ces trucs-là et dire tiens, je vais prendre cette pin-là. Et quand vous avez un truc avec un peu beaucoup de connexions, il y a un petit jeu de chaises musicales pour choisir les bonnes fonctions. Donc ça, c'est scotché au mur dans mon bureau, ça. Alors, quand on a autant de puissance et autant de périphériques, comment on fait? Alors, une particularité de ce fabricant expressif, c'est qu'en gros, ils ont beaucoup travaillé la partie logicielle. Ils ont une librairie qui s'appelle ESP IDF, qui en gros vous offre, elle est en C, vous offre un nombre de frameworks assez impressionnant. Alors déjà, c'est basé sur FreeRTOS. C'est un operating system temps réel. Donc là, on retrouve notion de tâches, d'ordonnancement, de thread, etc. Et au-dessus de ça, ils ont construit tout un écosystème avec du Wi-Fi mesh sans access point, avec des mises à jour du firmware par Wi-Fi, le Bluetooth, on peut faire des radios Bluetooth avec ces trucs-là, des protocoles directement MQTT avec la crypto sur TLS, un client-serveur HTTP, du MDNS, vous savez, pour les noms de domaine .local, du mode bus pour les bus industriels, etc., des file systems sur la flash, tout. Donc en gros, on se retrouve avec un environnement qui, d'un point de vue Rust, est un environnement STD. Si vous vous souvenez, donc on a un allocateur et on a aussi toutes les couches thread, socket, etc. Donc là, on développe quasiment comme sur un laptop, sauf qu'en plus, on a accès à toutes ces ressources de bas niveau. Le temps passe. Donc, si vous voulez jouer avec ça, un truc important, c'est que de façon similaire à RustUp, on a ESP-Up qui va nous installer aussi les toolchains de compilation native pour ces choses-là. Et puis ensuite, du point de vue Rust, on a 2 librairies qui correspondent à 2 niveaux d'abstraction. Le ESP-IDF6, où en gros, c'est juste des binding Rust sur la librairie C. Donc là, vous avez accès à la totalité de ce framework, mais en unsafe. Donc là, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et puis, il développe aussi donc, le SPIDF SVC, Services, où là, c'est des wrappers
sur la librairie bas niveau qui sont vraiment idiomatiques en Rust. Donc là, en gros, la façon dont elles sont faites font qu'il n'y a plus de unsafe. Le compilateur va tout vérifier et en gros, bah, vous êtes avec votre garde-fou bien aimé. Donc, bah, on va faire un Hello World, mais comme là ici, bah, on est sur un microcontrôleur, il faut lui mettre un affichage. Le voici. Alors, le microcontrôleur, il est là. Tac, tac, tac. Et ici, j'ai un petit afficheur. Donc, c'est un afficheur OLED qui fait 128 par 64 pixels. Monochrome. Alors, j'anticipe l'effet démo parce qu'il a un peu fait la guerre le truc et hier, la luminosité avait des problèmes. Donc, on va croiser les doigts. Donc, c'est le Hello Display. Tac. Cargo Run. Donc là, bah, on va faire pareil. Donc là, vous allez voir que ça prend un petit peu plus de temps. Et oui, parce qu'il faut le brancher. Mais oui. Voilà, donc là, ça flash. Donc ça prend une trentaine de secondes. Parce que là, l'exécutable, il fait en gros 1 mégaoctet. Donc c'est gros, hein, parce qu'on tire aussi toute la librairie Wi-Fi, le stack TCP et tout ça, quoi. Donc ça y est, ça a démarré. Et là, ah oui, on le voit. Donc, ah oui, ah mais non, on le voit pas parce que j'ai pas. Ah merde, on le voit pas là. Moi je le vois, ah, si. On le devine. Ah ouais. Bon ben, il va falloir que j'en rachète un autre, hein. Voilà, ouais, on le voit. Alors, attendez, on va faire. Non, non, allume pas, au contraire, non, au contraire. Voilà, donc on le distingue. Donc là, ici, on repart sur un Hello World. Est-ce que vous distinguez le Hello World là? Ouais, c'est bon. Et là, on passe sur l'affichage de la luminosité. C'est bon. Putain. Attends, j'ai encore une démo. C'est Logan là qui a un poulailler, donc. Alors, donc qu'est-ce qu'on a fait là? On va regarder le code, parce que bon, c'est bien gentil, hein. Show me the code. Donc là, on est sur une cible qui est beaucoup plus grosse. Alors, déjà, on voit qu'en haut, on n'a plus le NoSTD, hein, on est dans un environnement normal. Alors, il y a tout un tas d'imports que je vous passe. Ici, là, on a même des loggers. Vous avez vu que le machin il est assez bavard quand il démarre, hein. Donc là, on a vraiment une trace de tout ce qui se passe dans le système. Et ensuite, bah, on va dire, bah, on retrouve ce qu'on avait sur l'autre. Donc c'est là qu'on voit l'intérêt de l'écosystème Rust Embedded, c'est que, en gros, on a des spécificités selon les hardware, mais on a globalement une approche unifiée et des abstractions qui sont les mêmes sur toutes les plateformes. Donc là, ce que je vais faire, bah, je vais créer un driver I2C, parce que mon écran, il communique en I2C sur un bus série. Et je configure un driver sur lequel je dis, bah, voilà, je lui dis, bah, ton bus I2C, il est connecté sur les pins GPIO 2 et 3, avec une config par défaut, parce que je n'ai pas envie de m'en occuper et ça marche. Et puis après, bah, on va créer notre affichage. Donc là, on utilise une librairie de l'écosystème Rust qui s'appelle Embedded Graphics, qui fournit des primitives d'affichage de manière indépendante par rapport au hardware. Et ensuite, il y a une implémentation de ces interfaces pour les différents types d'écrans, sachant que les drivers d'écran peuvent aussi avoir eux-mêmes des implémentations selon le type de protocole utilisé, genre I2C ou SPI. Donc là, en l'occurrence, on va dire, bah, j'ai un écran qui s'appelle un SSD 1306, ça vaut 2 € ce truc-là, hein, ça aussi, ça vaut pas cher. Où on lui dit, bah, c'est un écran qui fait 128 par 64, je veux pas de rotation, voilà, donc je crée mon écran. Et après, bah, je fais une séquence d'initialisation, et on va voir le draw text. Alors, le draw text, je lui passe un D. Donc, ce display, c'est quoi? C'est un draw target avec une couleur monochrome, binary color, et des dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc là, on est dans la pure abstraction de la librairie Embedded Graphics, où en gros, cette fonction-là, elle sait se dessiner sur un afficheur qui, d'une part, est un afficheur monochrome,
et qui d'autre part, cette notion de dimension, c'est-à-dire que c'est un écran qui est adressable en bitmap, parce qu'on peut aussi avoir des écrans qui sont simplement des afficheurs de texte, avec les, vous savez, les textes qui scrollent. Donc ceux-là, il n'y a pas de notion de dimension. Donc on dit à cette fonction-là, voilà, elle sait bosser dans cet environnement-là. Ensuite, je peux changer mon écran par autre chose, ça va fonctionner pareil. Donc je commence par effacer l'écran, et ensuite je crée un texte aux coordonnées 5 et 40, avec un style, une police de caractères, et puis j'affiche mon texte, et c'est parti. Donc là, on est vraiment du haut niveau, quoi. Là, on a oublié l'embarquer. Hein. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc thread.sleep, quand je vous disais que c'est STD, on a en STD thread.sleep, donc on attend 5 secondes. Et puis après, on va retrouver à peu près ce qu'on avait tout à l'heure. On va prendre un convertisseur analogique numérique, on va se connecter à notre pin sur lequel il y a la photorésistance, et puis on a une boucle infinie dans laquelle on va aller lire la valeur, l'afficher, etc. Donc là, c'est similaire à tout à l'heure, sauf qu'au lieu de changer la fréquence d'une LED, on va afficher la valeur. Donc vous voyez, là, on est quand même dans du dev de haut niveau. Hein. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Si. Voilà, donc ce petit écran, 2 €. Et donc voilà, ce que je vous disais, c'est que en gros, cette architecture en couche fait qu'on a comme ça un écosystème de composants qui sont extrêmement génériques et applicables à tout un tas d'environnements. Si vous avez appris Embedded Graphics pour un écran, vous saurez l'utiliser pour un autre écran. Allez, il nous reste 3 minutes. Ouh, chaud. Un serveur HTTP embarqué, parce que je dis il fait du Wi-Fi. Donc là, la valeur de ma LED, de ma photorésistance, je voudrais bien la publier sur le web. Donc je vais lancer ça tout de suite parce qu'il reste 3 minutes. Après, je vais me faire gronder là-bas sinon. Tac. Tac, c'est hello HTTP. Pendant que ça tourne, je vous montre. HTTP, tac. Pic, 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 ça flash. Donc, allez, flash. 2 minutes 50. Il faut que j'explique le code après. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette démo? On retrouve, voilà. Donc ici, on va avoir, en gros, on va démarrer un serveur HTTP qui va être des tâches qui vont fonctionner en background, qui vont être créées à la volée en fonction des requêtes HTTP. Et il va falloir que, en gros, la valeur qu'on lit sur le convertisseur analogique, on la communique avec cette tâche. Donc là, on va utiliser un entier-atomique sur 16 bits, ça suffit pour contenir une valeur sur 10 bits. Et cette valeur, vous voyez qu'elle est déclarée comme étant statique, donc comme ça, elle peut être partagée entre différentes tâches qui vont s'exécuter concurremment dessus. Elles peuvent toutes ces tâches-là écrire et lire en même temps, puisque c'est une variable atomique. Alors, voilà, donc on va voir la démo tout de suite, et ensuite je reviens sur le code. Plouc. Résolution DNS. Vous voyez au passage que c'est un ESP32.local, donc il s'est déclaré aussi sur Bonjour Hawaii tout seul, et il a marqué son nom, voilà, donc hello, et puis là ici, mon capteur de luminosité. On peut même faire des emojis embarqués, dites donc. Il est là, voilà, et là, tac, voilà. Voilà. Il a chaud là. Voilà. Eh ben, je sais pas si tu as encore des poulets Logan dans ton poulailler, mais en tout cas, ça a marché. Ça, donc, il me reste 1 minute pour vous montrer le code. Donc ici, on a notre variable atomique, et puis ici, on va initialiser le Wi-Fi. Donc initialiser le Wi-Fi, ça c'est une chose qu'on fait jamais nous quand on fait du dev, mais là on configure un driver Wi-Fi. On peut lui dire soit qu'il est client, donc il va se connecter à un access point, soit qu'il est access point, soit qu'il est mixte. Il va essayer de se connecter, et s'il ne trouve pas le point d'accès, à ce moment-là, il va lui-même devenir access point, et c'est là qu'on va pouvoir, les choses que vous devez connaître, où en gros on va rentrer un nom d'un point d'accès Wi-Fi et le mot de passe, et le truc se connecte ensuite directement. Et puis après, il est où? On va passer rapidement. De toute façon, tout ce code-là est sur GitHub. Hein.
voilà. Donc pour créer mon serveur HTTP, et là c'est surprenant quand même pour l'embarquer, vous faites http server.new avec sa config par défaut, port 80. Il sait faire aussi du HTTPS. Et puis on va enregistrer des handlers. Donc là on se retrouve dans du très classique. Une URL, une méthode, une fonction, hardy petit, j'ai ma request, ma response. Et là, on a du HTML embarqué, quoi. Donc j'ai slash light, vous voyez le rafraîchissement, alors c'est à l'ancienne, hein, avec un refresh toutes les secondes. Et puis aussi, tant qu'à faire, on a de la place, on va embarquer tous les assets CSS, etc. dans la mémoire flash. Et puis voilà, le système il est parfaitement autonome. Et il me reste 24 secondes. Attends. Et donc voilà, donc conclusion. Donc Rust tourne partout, vous avez vu de ce petit truc à sa 8 pins là, jusqu'à un gros microcontrôleur et puis ensuite évidemment sur les gros serveurs. C'est très bien pour les systèmes embarqués. Il faut que je mentionne les travaux qui sont faits par une boîte qui s'appelle Ferro Systems, qui en gros sont les gens qui sont vraiment moteurs sur l'écosystème embarqué Rust et qui depuis quelques temps travaillent avec une boîte qui s'appelle Adacor, qu'on connaît bien dans l'embarqué, parce que c'est des gens qui font des compilateurs certifiés pour les environnements critiques. Donc le but c'est en fait d'avoir un compilateur Rust qui soit certifié pour les applications critiques. Ça, c'est pas rien. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir le déployer partout. Les microcontrôleurs modernes, ils sont costauds quand même. Hein. Le petit machin, on lui met un serveur HTTP et puis tranquille. Et puis, voilà, on a fini. Et il y a encore plein de trucs à dire, mais bon, il n'y a que 45 minutes. Voilà.